l'ancien Premier ministre Moustapha Niasse qui avait porté ses 17% sur le candidat Abdoulaye Wade afin qu'il batte Abdou Diouf. Cela, c'est une possibilité. Mais au stade actuel, la seule chose qui peut régler ça, c'est qu'on aille dans le sens d'avoir des réformes institutionnelles fortes où il y aura une séparation claire et nette entre l'exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, et qu'on crée des mécanismes de fonctionnement de la démocratie où les bases de légitimité des élections seront acceptées de tous. C'est la seule chose qui peut empêcher cela. Par contre, comme l'a si bien dit M. Diallo, la réforme de l'État, ou l'absence de l'État ne date pas, on ne peut pas dire que ça date de la sortie de Macky du pouvoir. Macky, son avantage, à mes yeux, c'est qu'il est plus réaliste que les autres leaders de l'opposition qui sont plus idéologiques, aériens et brokers. Lui, si on analyse au premier tour, son discours était un peu un discours du centre droit. Il faisait un clin d'œil à l'électorat libéral parce qu'il voulait fidéliser le maximum d'électeurs pour empêcher Abdoulaye Wade de passer. Mais si on regarde ses déplacements et son discours aujourd'hui, on se rend compte que c'est un discours de centre-gauche. Parce qu'il essaie effectivement de fidéliser au maximum les voix des leaders de l'opposition qui sont portés sur eux et qui sont des gens de gauche. Il parle de rétablissement des injustices entre les différents couches sociaux. Il parle de création de fonds pour réduire la pauvreté et il parle même d'allocation d'une bourse aux ménagères les plus pauvres. Donc c'est un programme de gauche. Donc il le dit pour fidéliser au maximum l'électorat parce que comme l'a dit M. Diallo, effectivement, le report de voix ne sera pas automatique. Et si tu vois même, Macky a les symboles, mais Wade est ensuite dans une logique aujourd'hui de débauchage des responsables des coalitions qui sont malheureuses et qui ne se retrouvent pas derrière Macky au niveau des départements. Le fils aîné de l'ancien Premier ministre Moustapha Niasse a été débauché par Wade, ça c'est un symbole. Mais est-ce que ce symbole-là peut se refléter est-ce que cette personne-là est assez forte légitimement? On ne sait pas. On se rend compte que le porte-parole aussi de Ibrahim Fall a été débauché par Abdoulaye Wade et l'ancien ministre Lamine Ba. Donc Wade est dans une logique de débauchage et d'élargissement de sa base avec les religieux. Ce qui est quand même extraordinaire parce que c'est lui qui est le président sortant. Non, ce n'est pas extraordinaire. Vous savez que si il est le président sortant, son discours n'est fort que de la force de l'argent du pays. Il faut savoir que les gens qui le rallient aujourd'hui, le rallient parce qu'il y a un certain nombre de strapointeurs et de propositions qu'on les fait, qui les sont faites. À moins qu'ils veulent, par calcul politique opportuniste, dire que si Macky Sall est élu, il sera là pour 10 ans. Je vais essayer de retarder le départ d'Abdoulaye Wade du pouvoir de 3 ans. Comme ça, on organise d'autres élections, nos leaders respectifs auront la chance de participer à la compétition. Très bien. Peut-être que c'est ce calcul politique-là qui explique ça. Alors, Monsieur Diallo, ce deuxième tour laisse savoir que l'élection, le Sénégal est complètement clivé. Il y a donc tous ces politiques, tous ces candidats recalés qui sont avec Macky Sall et Abdoulaye Wade est manifestement seul, avec, comme il a dit, quelques débauchages ici et là, mais qui n'ont pas symboliquement la même portée politique que les candidats comme, j'allais dire, Gadio, Tanor et autres, Niasse, qui sont avec Macky Sall. Pour vous, vous ne sentez toujours pas comme une ère de défaite, malgré ces apports massifs qui sont apportés, qui sont, si vous me permettez la répétition, qui sont en faveur de Macky Sall? Vous savez que... si on était à l'Occident, si on était à l'Occident, il y a des systèmes modernes, des ingrédients modernes de la démocratie, les sondages, je suppose que si on en avait fait un au Sénégal aujourd'hui, Macky Sall serait en tête. Oh, c'est assez loin de la réalité, je vous assure. Et j'aime bien l'expression de Ali Ndiaye que, en fait, Macky a les appareils. Il n'a même pas les appareils, il a tout juste les leaders. Parce qu'on a vu des leaders qui, en l'espace de 2 jours, après le prononcé du Conseil constitutionnel, qui n'ont réuni aucun organe. Ils étaient tous presque, pour l'essentiel, à la tête de coalition. Aucun parmi ces candidats, en dehors de Mordien, n'a réuni sa coalition pour dire que j'ai reçu telle proposition de Macky Sall et après réunion, nous avons décidé d'apporter notre soutien à Macky Sall. Ça n'a été le cas ni avec Moustapha Niasse, ni avec Ousmane Tanor Dieng, encore moins avec Idriss Seck
et les Tutikandi. Ça, c'est un premier facteur qui aujourd'hui gêne les cadres dans ces coalitions et ces partis, premièrement. Deuxièmement, ces coalitions avec ces candidats ont été frustrées par l'alliance sans principe avec Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, sur quoi ces leaders se sont-ils entendus avec Macky? Macky dit qu'il est pour un régime présidentiel fort, ce qui est tout à l'opposé des conclusions des assises nationales qui proposent un régime parlementaire avec une distribution des pouvoirs entre le président de la République et particulièrement un premier ministre qui va être l'émanation de la majorité parlementaire. Tout juste après les résultats, voilà Macky qui va et que tout de suite signe sans réserve les conclusions des assises nationales. Et ça, comment on va appeler cette attitude si ce n'est de l'opportunisme? Ensuite, du point de vue aujourd'hui de la démarche et sur le terrain, parce que nous sommes sur le terrain, mais l'enthousiasme qu'il y avait au niveau des militants de Moustapha Niasse, de Ousmane Tanor Dieng, de Idriss Seck et autres, n'est plus le même. Vous êtes sur le terrain, on est dans le pays. Et ensuite, il s'y ajoute que d'autres forces, en plus de ces appareils, de ces forces intermédiaires, de ces cadres qui aujourd'hui presque drainent les militants, nous avons les forces de type traditionnel qui sont pour l'essentiel avec Maître Wade. Je veux nommer les chefferies religieuses, les chefferies coutumières, les chefferies traditionnelles qui sont au niveau des villages, qui sont au niveau des communes, dans les quartiers et un peu partout. On va y arriver. Donc, dire aujourd'hui que Maître Wade, à partir d'une arithmétique, parce que je le rappelle souvent, la politique, c'est plus de l'algèbre que de l'arithmétique. Très bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même, vous restez avec vous, un peu, j'allais dire, de l'esbrouffe ou de l'entourloupe, parce que Maître Wade dit qu'il va à une élection pour solliciter un mandat, et puis finalement, il va faire 3 ans. J'ai peine à comprendre, je ne comprends pas. Non, il a été mal compris. Maître Wade dit qu'il a besoin juste de 3 ans pour terminer ses grands chantiers. Ça veut dire quoi? Maintenant, les grands chantiers et le mandat, ce n'est pas la même chose. Non, non, non. Il a dit, j'ai besoin de 3 ans pour terminer mes grands chantiers. Maintenant, la coïncidence entre la fin des grands chantiers et le mandat, Maître Wade ne s'est pas prononcé dessus. Il va achever le mandat. Il sollicite un mandat de 7 ans. Mais il dit qu'il a besoin de 3 ans pour parachever ces grands chantiers. Est-ce qu'on achève des chantiers, M. Diallo? Il y a toujours des chantiers, même aux États-Unis, ou c'est pas les pays développés, modernes, il y a toujours des chantiers. Mais l'aéroport Blaise Diagne, Maître Wade réélu, en 2012, l'aéroport de Blaise Diagne sera terminé. Il aura envie de faire d'autres choses. Non, les chantiers qu'il a entamés déjà. Je crois que là, c'est précis. Très bien. Monsieur Mbo. Oui, moi, ce que je vais relever, c'est un peu l'inconsistance et l'incohérence du projet du président Wade. Vous savez, M. Diallo me parle de l'aéroport. Dans le monde, nous avons la chance de parcourir le monde plusieurs fois. Quand on parle d'aéroport, en réalité, ce n'est pas simplement les bâtiments, les pistes d'atterrissage, etc. Il y a un nombre de services. Il faut des hôpitaux, il faut des infrastructures. L'aéroport ne sera pas prêt en 2012, ce n'est pas possible. Ce sont des experts qui le disent de la navigation aérienne. Ce n'est pas possible, c'est techniquement et chronologiquement impossible. Lui-même l'a reconnu. D'ailleurs, s'il a fait une simulation pour aller avec son avion, c'était pour amuser la galerie, et un tout petit peu faire du tape à l'œil, mais tout le monde sait que cet avion n'est pas opérationnel. Je reviens un peu sur le président Macky Sall et sur son projet, pour dire pourquoi aujourd'hui nous pensons que nous allons gagner le 25 mars, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. En réalité, le président Macky Sall est membre fondateur d'une grande coalition de l'opposition qu'on appelle Benno, Unité. Nous avons travaillé sur un programme. Nous avons participé aux assises nationales, comme je l'ai répété, pour dire jamais M. Diallo pourra vous montrer là où les assises parlent de régime parlementaire. C'est exclu. Jamais. Le rapport fait 400 pages. Je l'ai encore reparcouru. Il va falloir que vous le procurez d'ailleurs. Ces rapports ne parlent jamais de régime parlementaire. Le président Macky Sall non plus ne veut pas un régime présidentiel fort. C'est un régime qui est dépassé dans notre continent. Ce qui est vrai au Sénégal devra l'être aussi dans les autres pays. Nous, par contre, ce que nous voulons, c'est un régime de démocratie participative, où les citoyens vont avoir leur mot à dire, où nous allons changer les règles de la gouvernance, où nous allons contrôler l'État. Voilà pourquoi le président Wade ne veut pas partir. Et comment il va gérer, Macky Sall, toutes ces coalitions, tous ces gros leaders qui
Je vais vous donner la réponse très rapidement. Vous, notamment, vous attendez quoi? Vous êtes chef de parti? Je vais vous donner la réponse de manière précise et sans détour. Mais laissez-moi juste terminer mon idée pour dire qu'en réalité, si le président Wade veut s'accrocher pendant 3 ans, c'est qu'il a peur de l'assainissement des finances publiques. Il a peur des audits qui vont se passer. Il veut protéger sa famille et rien que sa famille. Tout seul sa famille. Très bien. Maintenant, au niveau de l'équipe, bien entendu, Macky Sall va gouverner avec qui? Macky Sall va gouverner avec les forces vives de la nation. Il va enfin prendre les vraies compétences pour que les gens, il va mettre les gens là où il faut. Et ça ne va pas enfermer dans les carcans des Mais ordonnances. il ne peut pas, vous savez pourquoi il ne peut pas, il n'a pas été élu pour ça. Macky a été élu pour une raison simple. Il n'est pas encore élu. C'est pour ça d'ailleurs quand mon ami Ali, mon jeune frère, parle d'idéologie, moi j'aime bien aussi bien la culture judéo-chrétienne, la culture un peu démocratique allemande ou même la social-démocratie en Europe. On ne peut pas être en Afrique aujourd'hui fermé dans des cartes gauche, droite, centre-gauche, centre-droite. Non, nous avons des problèmes pratiques. Nous avons faim, nous voulons manger. Nos gosses doivent aller à l'école. Nous voulons nous soigner. C'est ça que propose Macky Sall. Ça, c'est pas une question d'idéologie. Nous voulons relever la citoyenneté. Les citoyens soient enfin responsables. Mais est-ce qu'il ne va pas faire de mécontents tout de suite après? Mais attendez, aujourd'hui, il va proposer. Monsieur, je vais vous dire une chose. Le président Macky Sall il est capitaine d'équipe. Il va mettre des gens compétents pour régler les problèmes de l'heure. C'est cela qu'on lui demande. C'est ça. Il est attendu pour ça. Il a été élu pour ça. Ils ont dit oui au programme. Il n'est pas encore élu. Vous me posez la question, qu'est-ce que moi j'attends? Oui. Je suis au service de mon pays. Je suis très heureux par mon métier. Je suis professeur depuis plusieurs années. Toujours prêt à agir pour servir le Sénégal. Vous savez, si on commence à discuter de postes de strapontin, ça veut dire qu'on n'est pas sorti du système Wade. Et le Sénégal, février dernier, a dit non au système Wade. Le 25 mars, arrêtons ce système. Enfin, changeons de gouvernance. Ali Fari, tout à l'heure, M. Diallo parlait des marabouts qui, au Sénégal, ont, j'allais dire, une place importante dans le jeu politique. C'est un peu particulier à ce pays et singulier à la scène politique sénégalaise. Quel est véritablement leur rôle et leur capacité à orienter le vote des électeurs? En vérité, au Sénégal, les marabouts ont toujours joué un rôle important dans la vie politique. Parce que déjà, mais je parle des grands marabouts, des khalifs, c'est-à-dire ceux qui dirigent les confréries, ceux qui sont descendants directs. Au Sénégal, si on parle de confréries, les 2 grandes confréries, c'est le mouridisme et c'est la confrérie Tijania. Par exemple, en 1988, le khalife général des mourides de l'époque avait demandé à ce qu'on vote pour Abdou Diouf. Il avait dit que quiconque ne vote pas pour le président sortant Diouf avait trahi le guide. Et en pays mouride, Abdou Diouf avait remporté les élections à 80%. C'était l'une des raisons de la victoire d'Abdou Diouf en 88. Par contre, ce qu'on a vu maintenant au Sénégal, c'est de jeunes chefs religieux. Le plus vu, en tout cas, c'est le cheikh, ce qui est appelé Mbécho, qui a fait un rassemblement monstre et qui a une capacité de mobilisation extraordinaire. Et qui a appelé à voter Wade. Mais, ce même cheikh Mbécho aussi, on analyse son record. Pendant les élections de 1900 présidentielles de 2007, où Macky Sall était directeur de campagne de Abdoulaye Wade, et que Idrissa Seck, qui était à Thiès, la ville du centre, où Mbécho avait fait un très grand meeting devant Macky Sall et Abdoulaye Wade, avait appelé pour voter Abdoulaye Wade à l'époque. À Thiès, Idrissa Seck les avait battus. Ça, c'est l'histoire, c'est clair. Très bien. Alors, donc, ce que je veux dire, est-ce que les appels des marabouts et autres chefs religieux à voter pour Wade peuvent contrebalancer les soutiens massifs des politiques apportés à... Ça permet juste d'avoir un peu de ce qu'on appelle le momentum, ça permet de mobiliser les bases, parce qu'aujourd'hui, à la lumière de la configuration, on se rend compte que les chances pour beaucoup de Macky de gagner les élections sont plus grandes que Wade. Mais en ayant ces soutiens-là, ça permet quand même de motiver les électeurs qui sont plus ou moins démoralisés, parce qu'ils avaient mis, comme l'a dit M. Diallo, le cap très haut. L'objectif stratégique, c'était le premier tour, mais la réalité veut qu'il se... Mais si, je vais juste faire une précision quand je parlais des options idéologiques. Je dis qu'aujourd'hui au Sénégal, ceux qui se réclament de Benno Siggil Sénégal sont tous qui travaillent dans le système du Parti socialiste. Leurs programmes, tous, c'est des programmes socialistes qui favorisent les options de gauche, les couches défavorisées. Et Macky, dans Yoni Yokouté, est plus réaliste que ces leaders-là parce qu'il applique le même programme. Donc je ne dis pas qu'il est aérien, je dis qu'il est le plus réaliste de ces leaders.
Parce qu'il cherche ce qui marche et il l'applique. Monsieur Diallo. Mais là, je crois qu'il l'a dit, Macky, c'est du Wade maquillé. Je crois que son nom l'amène même. Bon, c'est du Wade maquillé. Regardez le Yon Yokote là. C'est pour l'essentiel. Et vous appelez à préférer l'original à la commune. Mais absolument. Je ne prendrai pas l'apprenti pour le maître. Je crois qu'il a le temps de devenir compagnon, de devenir maître et puis grand maître, etc. pour un peu franchir la... Parce que le Sénégal n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui a une stature internationale et africaine extrêmement importante. Tout à fait, je vous le dis. Et le leadership de ce pays-là a besoin d'être un leadership non seulement fort, mais un leadership international, reconnu. Et de ce point de vue-là, les atouts de Maître Wade ne sont pas comparables avec ceux de Macky Sall. Très bien. Pour en revenir maintenant au Mais il y a toujours un début, hein, M. Diallo. Tout le monde commence. Non, mais je crois que dans le contexte actuel du Sénégal et de la situation actuelle de l'Afrique, nous avons encore besoin de certains leaders. Très bien. Alors, ah oui, sur les marabouts. Maintenant, pour ce qui concerne les marabouts, la chose n'est pas aussi simple. Je crois que ce que Cheikh Béthio a mobilisé et toutes ces personnes brandissant leur carte de vote, leur carte électorale, c'est important. Ensuite, ce qu'on appelle la consigne de vote du marabout, elle peut être manifeste, la consigne, mais elle peut être latente, la consigne. Parce qu'en 2000, il y a eu une consigne du guide des Mourides qui a été une consigne latente, consistant à des lettres qui ont été envoyées aux principaux responsables de la confrérie et qui ont appliqué de manière systématique la directive. Donc, que les gens... Je crois qu'ils sont en train de faire... Ils pensent que les califs vont aller à la radio et voter pour monsieur un tel. La politique, c'est de l'arithmétique. Et sa complexité, on la verra au lendemain du 25 mars. Quelqu'un me disait... Non, si vous aviez à choisir entre les soutiens des politiques et l'indigal des marabouts, vous savez, en politique... Où va votre préférence? L'autre disait que le diable est dans le détail. Mais en politique, l'essentiel est dans le détail. Il ne faut rien négliger en politique. Très bien. Alors, messieurs, je vais vous inviter à réagir sur ce qui nous est apparu comme les points d'inquiétude en rapport avec ce processus. Au-delà des débats partisans, le Sénégal a traversé, j'allais dire, de manière fort brillante le premier tour. Malgré les remous qui ont secoué la rue dakaroise, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore, est-ce que les risques de sombrer dans la violence sont conjurés, ou alors est-ce qu'il subsiste quand même des inquiétudes en rapport avec ce deuxième tour et l'après-scrutin? Très bien, mais je n'ai pas encore parlé sur les religieux. Permettez-moi, c'est quand même important, oui. Très rapidement, pour dire qu'en réalité, les familles religieuses ne vont pas donner de consignes de vote, c'est clair. Monsieur, mon collègue, mon ami et jeune frère a parlé tout à l'heure de deux grandes familles religieuses, on ne les a pas entendues donner des consignes. Et en termes de mobilisation, il a fait une démonstration extrêmement pertinente. Le président Wade, en 2000, avait 1 900 000 et quelques voix. Il a perdu 1 million de voix en 12 ans. 1 million de voix il a perdu. Il est tombé à 950 000. Et chaque fois qu'il mobilise, il disait, j'ai réuni 2 millions de personnes à Bambey, j'ai réuni 3 millions de personnes à l'Obélisque, ça fait 5 millions. Où sont-ils? Il n'a même pas pu avoir 950 000 électeurs. C'est simplement pour dire que si on calcule sur la mobilisation et le phénomène d'animation, on se trompe de lecture politique. Maintenant, concernant la violence, effectivement, le président Wade est un homme violent. Ces 12 ans... C'est pas lui qui était dans la rue, hein, quand même. Ces 12 ans, vous savez... Moi, je reviens un peu sur la libération des assassins de Maître Babacar Seye. Maître Babacar Seye était un juge constitutionnel, il a été tué. Et ces assassins, quand Wade est arrivé au pouvoir, les a libérés. Je parle du régime de l'impunité. Des collègues ministres, des collègues de M. Diallo, ont saccagé la presse. Un homme politique, Talla Sylla, a été agressé de coups de marteau. Avant-hier, le cortège du président Macky Sall a agressé. Cette violence inouïe dans l'histoire de la République. Il faut y mettre un terme. Wade n'a rien dit. Nous sommes dans le régime de l'impunité. Et vous savez, la violence, ce n'est pas simplement ces actes barbares. C'est aussi les gens qui ont faim, qui ne peuvent pas manger. C'est aussi les gens qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est aussi les gens, ma foi, qui n'ont même pas, j'allais dire, 500 francs par jour. Vous savez, le président Wade est un homme qui, malheureusement,
au lieu d'être un chef d'État, était chef de famille. D'ailleurs, quand M. Diallo parle tout à l'heure de maître et de grand maître, moi j'ai sursauté. On parle de grand maître chez les francs-maçons. Et aujourd'hui, il a dit lui-même, vous l'avez entendu. Moi je pense qu'il faut dépasser ça. Un État doit être géré de manière civique, civile. Les appartenances privées, il a raison, s'il veut être talibé ou disciple. C'est son droit le plus absolu. Mais qui n'utilise pas les médias d'État, qui n'utilise pas, j'allais dire, l'argent public pour aller donner de l'argent aux marabouts. Je trouve ça honteux, je trouve ça indécent. Autrement, les risques de violence demeurent? Mais bien entendu, et d'ailleurs, si le président Wade, puisqu'il est dans une courbe descendante, s'il veut confisquer notre victoire, effectivement, il sèmera de tout pour une violence. Mais attendez, cette violence-là, il va allumer le feu. C'est lui qui va allumer le feu. Mais le peuple sénégal va l'éteindre en l'éjectant du pouvoir. Je crois que la violence transparaît même dans son discours. Vous le sentez, je crois qu'on n'a même pas besoin de baromètre pour mesurer la violence de son discours. Et je crois que depuis que les gens ont cessé d'allumer des pneus, de faire une espèce de parodie d'insurrection, il n'y a plus eu de violence au Sénégal. Depuis que vous avez accepté de jouer léger au plan politique, il n'y a plus eu de violence. Maintenant, l'inquiétude que nous avons, quel que soit nous le résultat qu'il y aura, même battu, comme l'a dit Maître Wade, nous féliciterons le vainqueur. Mais eux ne peuvent pas en dire autant. Parce qu'aujourd'hui, la réalité est en train de se dérober sous leurs pieds. Ils se sont rendus compte que leur proclamation vraiment emphatique après le 26 février, la réalité politique est tout autre. Et ils sentent le vent de la défaite souffler. Et maintenant, ils sont en train de dire, oui, il y a une fraude à une échelle industrielle qui est en train de se préparer, on est en train de faire l'achat des consciences. Et là, ils préparent les gens. Ils préparent les gens. Et demain, si Abdoulaye Wade est déclaré vainqueur, ou les premières tendances apparaissent comme quoi que Maître Wade va être vainqueur, je vous le dis tout de suite ici, vous verrez des gens qui tenteront d'allumer, de mettre le feu, d'essayer de créer l'insurrection. Il faudrait que cette opposition-là s'engage ici solennellement, devant toute l'Afrique, pour dire que quel que soit le résultat de l'élection, qui aujourd'hui par ailleurs est l'élection qui regroupe le plus d'observateurs pratiquement au monde. Il y a des chances que les Sénégalais, la classe politique dans son ensemble, acceptent les résultats issus du deuxième tour. C'est ce que j'espère, parce que l'expérience et l'histoire ont montré la grandeur du peuple sénégalais. Ce peuple a toujours fait les choix qu'il fallait faire au moment des élections. Ce peuple a toujours considéré les élections comme une étape de renouvellement ou de sanction du leadership. Donc elles ne sauront être un prétexte pour détruire la nation. Les Sénégalais vont voter le 25 mars, un président sera élu, je suis sûr que la personne qui a battu va accepter les résultats. Ne vous en faites pas de ce point de vue-là. Je ne pense pas que le Sénégal, qui a fait preuve de maturité au point d'être évalué parmi les démocraties parfaites par des institutions comme Freedom House et toutes les institutions qui évaluent les démocraties, puissent décevoir le monde le 25 janvier. Je ne pense pas que ça puisse être, et je ne le souhaite pas. Et aussi, juste préciser que le fait qu'on ait des soutiens des marabouts, c'était une parenthèse, n'est pas une exception sénégalaise. Parce que vous savez, aux États-Unis, il y a les grands religieux toujours qui soutiennent les candidats au Parti républicain. Il y a Bill Graham qui était connu et qui avait soutenu George Bush, fils, contre John McCain pendant les primaires. Et on a aussi Joe Farrell, qui a même une université évangéliste à laquelle tout candidat républicain a besoin d'aller faire allégeance avant de gagner les primaires. Donc, ce n'est pas une spécialité. Par contre, ce qu'il faut déplorer, c'est le fait qu'à tort ou à raison, qu'il y ait des plis bagons sur le dos du peuple sénégalais, que ça se fasse sur la base de négociations. On entend des sommes d'argent données à tel marabout, on entend des terrains qui sont des biens publics. Et ça, de ce point de vue, c'est criminel et ce n'est pas éthique. Très bien. Monsieur Mbow. Merci. Juste pour dire à mes amis africains que je ne saurais être violent. Mais il faut quand même, d'ailleurs, si on regarde la racine latine du mot violent, il y a viol, il y a violation. Et le champion de la violation, c'est quand même le président Wade. En réalité, il ne faut pas s'y méprendre. Nous sommes, au niveau de la coalition Macky 2012, déterminés. Nous sommes engagés. Il ne faut pas confondre cet engagement profond et cette détermination à de la violence. Mais je veux quand même rappeler un fait. Techniquement, politiquement, arithmétiquement, sociologiquement, Macky Sall sera le prochain président du Sénégal. Arrêtez de rêver. Cette courbe, elle est descendante et c'est inéluctable. Je vais vous dire pourquoi. J'ai fait une démonstration tout à l'heure en expliquant que Wade, c'est tous contre lui.
Tous les candidats ont adhéré. Le peuple, une formidable adhésion. D'ailleurs, nous le vivons tous les jours. Tous les jours affluent au niveau du quartier général de nouvelles organisations. Maintenant, bien entendu, le pouvoir est toujours très tenté à ce compte dans une petite ville au centre du pays, mais ils sont en train de racheter des cartes d'électeurs pour que les gens ne votent pas. D'ailleurs, ils se trompent parce qu'ils sont en train de racheter des cartes de leur propre parti, de leur formation. Ça, c'est un fait, etc. L'argent que mon collègue a dit tout à l'heure, qu'on est en train de distribuer à certains marabouts et à certaines notabilités, mais ça s'appelle quoi? C'est Messieurs, je vais vous inviter à cette dernière séquence de cette émission à nous intéresser un peu à la place que cette élection a occupée sur la sphère internationale. Vous avez dit, il y a ici au Sénégal on a observé un afflux massif d'observateurs internationaux, africains et non africains, plus d'un millier de journalistes internationaux accrédités. Lorsque je prenais mon badge d'accréditation, je crois que mon numéro c'était 984, et il y en avait qui venaient encore après moi. C'est dire si cette élection intéresse le monde et que le monde regarde le Sénégal, vous regarde aujourd'hui. Quelle est l'appréciation que vous faites d'une telle situation, M. Mbou? Oui, moi je m'en félicite puisque cela montre que le Sénégal doit toujours œuvrer à renforcer sa démocratie. Le peuple sénégalais a commencé à voter presque à la fin du 19e siècle et que nous devons donc poursuivre cette lancée. Et c'est vrai qu'au niveau de l'échelle du continent, malheureusement notre continent, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique occidentale, les pays ont tardé à enclencher, j'allais dire, le réveil démocratique, et que les élections sont toujours porteuses de violence, de détresse et de problèmes. Si on regarde ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant des années, ce qui se passe encore au Congo, la Guinée c'était un peu difficile, le Niger est sorti difficilement après un coup d'État, en Afrique centrale on a eu des élections contestées au Gabon, le Cameroun il y a eu aussi beaucoup de contestations, mais je pense qu'il y a quand même, j'allais dire, un vent de démocratie qui s'ouvre dans le continent, parce qu'il y a une réelle prise de conscience, une réelle citoyenneté, et surtout aussi une volonté de changer. C'est vrai qu'à la tête des régimes africains, nous avons souvent eu, j'allais dire, des potentats, un peu des dictateurs, des empereurs, des monarques parfois, même s'ils n'étaient pas d'un point de vue institutionnel. Le Sénégal est l'un des rares pays où le processus d'alternance s'est déroulé sur la base des structures gouvernementales. Le ministère de l'Intérieur avait géré le processus électoral. Après, il y en a certains qui ont demandé l'installation de CENI ou je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, l'administration sénégalaise républicaine a géré le processus électoral du début à la fin dans d'excellentes conditions. Et je crois que ça, c'est tout à l'honneur du Sénégal. Mais aussi, il faudrait que nous, Africains, que nous sachions que nous ne devons pas nous projeter sur la base du regard de l'occidental moyen, qui verra toujours en nous, qui nous regardera d'un œil qui va nous foutre des complexes, excusez-moi du terme. Nous devons être nous-mêmes, comme disait Senghor. Nous devons travailler sur la base de nos propres valeurs. Et tantôt je disais que le concept même de civisme, il y a certaines catégories dans nos sociétés qu'on ne peut pas ramener à la catégorie de citoyenneté. Je pense aux grands guides religieux, je pense aux grands guides traditionnels. De telle sorte que notre démocratie doit être même réinventée à l'aune de nos réalités propres. Et qu'on puisse avoir un système qui nous permette de fonctionner et de bien fonctionner. Parce que le système aujourd'hui qui semble être le meilleur système est le système, et je parle
avec le témoignage, sous le témoignage de Ali Fari, le système politique américain est très différent sur le plan démocratique du système qui existe en Occident. Très bien. Alors, avec Ali Fari, justement, dans cette séquence d'émission, on est en train d'évaluer le processus dans son ensemble en comparaison ou bien en souvenir de ce qu'on a pu observer ailleurs sur le continent. C'est vrai qu'on n'est pas encore totalement au terme de ce processus. Est-ce que ce qui se fait à Dakar, au Sénégal aujourd'hui, participe de la confortation de l'implémentation de la démocratie sur le continent? On a été il y a quelques en Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé là-bas, au Gabon, avec la manière avec laquelle Ali Bongo est arrivé au pouvoir, au Cameroun il y a peu, la manière avec laquelle Paul Biya s'est maintenu, en Guinée-Conakry et tout le reste. Il faut sauver le Sénégal. C'est peut-être un modèle que l'Afrique ne peut pas se permettre de voir verser dans l'autre côté du versant de la rivière. Est-ce qu'on a conscience de cela au Sénégal, que l'Afrique et le monde vous regarde et qu'un certain espoir démocratique pèse sur cette nation? Oui, je crois que les leaders, les acteurs du jeu politique sénégalais et les acteurs de la société civile ont une claire conscience de cela. Nous savons tous que ne serait-ce que cette année-ci pour les élections en Afrique, il y a plus de 2 milliards de dollars que des fondations comme AIFS et le département d'État ont décidé d'injecter pour des mécanismes de transparence. Et nous savons aussi que, comme vous l'avez si bien fait M. Mbou, si on analyse la situation sous-régionale, on se rend compte que le Sénégal est l'un des rares pays qui est stable démocratiquement au point qu'on nous a toujours identifié comme une plante dans le désert. Donc je crois qu'ils le font à terme préventif. Les élections sont très sensibles et c'est ce qui détruit les nations ou qui les consolide. La Côte d'Ivoire, on a vu l'expérience de la Côte d'Ivoire, qu'on ne peut pas comparer au Sénégal parce que la sociologie politique de la Côte d'Ivoire fait que c'était un pays divisé identiquement entre le nord musulman et le sud chrétien. Et qu'à tort, à raison, un Baoulé ou un Bété te dira que le nordiste est un étranger. Nous n'avons pas cela au Sénégal, nous avons une démocratie stable. Par contre, ce que ces gens-là vont faire, c'est s'assurer que les élections vont se passer de manière apaisée pour sauver effectivement la case Sénégal. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose à encourager parce qu'on a beaucoup d'amis au Sénégal. La Guinée-Bissau qui est au sud de nous, qui est le symbole de l'instabilité, des trafiquants narcos, est en élection depuis hier. Mais tous les projecteurs sont sur le Sénégal. Et je sais que donc les Sénégalais ont une claire conscience de ça. Et je ne serais pas surpris, moi, qu'à la veille des élections, qu'il y ait des signaux forts, des messages forts venant du président Abdoulaye Wade et du candidat de Macky Sall, qui puissent donner des gages de garantie que le rescue sera libre et transparent. Parce que l'évaluation de la démocratie sénégalaise, est un peu, comment on le dit, qui tient politiquement le Sénégal stabilise la sous-région. Et M. Diallo l'a bien dit quand il disait que Senghor disait que nous voulons être nous-mêmes. Et Mobutu, il ajoutait non pas ce que les autres feront de nous. Par contre, ce que je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a une certaine diabolisation de l'Occident, des observateurs disant qu'ils essaient d'intervenir dans le jeu politique. Ça, c'est une tactique que tous les régimes en difficulté disent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas et ils ne doivent pas intervenir dans le jeu politique. Et enfin, sur les observateurs, je suis heureux qu'il y ait plus d'observateurs venant du continent africain que des autres pays. Ça, c'est une très bonne... Parce qu'on ne voit jamais les Occidentaux, quand même, demander aux Africains d'aller avoir des observateurs. Mais cela se comprend, par exemple, parce que dans ces pays, l'administration, le processus est géré en amont. Tout peut advenir. Mais l'essentiel, c'est d'accepter les règles du jeu, d'accepter les institutions qui arbitrent les règles du jeu et de se soumettre au prononcé de leur verdict. Très bien. Monsieur Mbo, si Macky Sall est vainqueur, est-ce que vous rendrez quand même un hommage à Abdoulaye Wade pour l'œuvre accomplie à la terre du Sénégal? Oui, et quelle serait la nature de cet hommage? On n'a pas encore entendu Macky Sall là-dessus. Je pense que le président Macky Sall est un homme, un bon citoyen, un républicain, un homme courtois, un homme, j'allais dire, tout le monde le dit, reconnaît sa formidable éducation, sa sérénité et le respect qu'il a pour les personnes âgées et naturellement pour les institutions. Et le président Wade est une institution aussi, même s'il est sur le départ. Mais je veux avoir une lecture un peu différente. Tout à l'heure, on a parlé un peu du continent africain, mais je voudrais y associer un peu les peuples du Maghreb.
Parce que c'est vrai que le vent a commencé avec la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. Vous faites bien d'en parler, hein, parce que j'ai entendu un de vos leaders, le M23, dire que si Wade s'entête, vous allez reproduire ici le CNT. Je veux simplement... Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Au niveau de la coalition... Et la place Tahrir, il paraît que la place de l'Obélisque, c'était... Oui, ça c'était le vent de contestation. Mais au niveau du président Macky Sall, on n'est pas dans cette zone-là. On n'a pas de transition à rechercher, puisqu'on sait exactement ce que nous voulons faire et notre programme a été précis. Je veux simplement dire que ce vent qui a commencé en Tunisie avec Ben Ali, en Égypte avec Moubarak et en Libye, et même si on sort légèrement du continent dans le Proche-Orient avec Assad, montre quand même qu'au niveau du continent africain, il y a un processus qui s'enclenche et qui est quand même valable du nord jusqu'au sud. C'est simplement pour rappeler que nous devons tous œuvrer aussi pour qu'au niveau du continent, d'ailleurs, c'est un peu ce que le président Macky Sall a fait. Il a déjà effectué une visite au Gabon parce qu'il a une dimension internationale, une dimension africaine. Nous devons sauvegarder et préserver un peu cet élan au niveau du continent pour qu'enfin, qu'on puisse bâtir ensemble un continent uni, un continent paisible et où on va avoir de formidables échanges. Il se bat pour